suis comme Fabrice, je ne suis pas un spécialiste de la formation professionnelle. Simplement, je peux juste vous dire deux ou trois choses qui ont tourné autour de la formation professionnelle dans le cadre de l'exercice de notre mandat, même si ça n'en est pas vraiment dans le cœur. Comme l'a dit Emmanuel, tout ce qui touche à la formation professionnelle, c'est l'enjeu, il me semble, autour de la formation professionnelle et de l'éducation générale, c'est d'essayer de trouver des dispositifs complémentaires qui ne soient pas du tout en compétition, qui permettent à ce que tout individu réussisse à un moment de sa vie à trouver sa voie ou à la retrouver en cours de parcours, que lorsqu'il a un accident de la vie ou lorsqu'il a simplement envie de changer de métier. Et donc je pense que ce qui est important, c'est ça, c'est d'arriver à un système où on ne soit pas, et ça je pense que tout le mécanisme finalement d'échelon entre ce que fait l'État, ce que fait la région, ce que font les entreprises, etc., aboutissent parfois à un système de concurrence entre systèmes qui n'est pas très sain et qui n'est pas très efficace. Donc je pense qu'il y a un vrai intérêt à essayer de remettre ça, je dirais, à plat sans qu'il s'agisse de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Autour de tout ce qui est de cette notion de place des gens dans l'emploi, ça pose évidemment la question des gens dans le rapport à leur travail. Et lorsque, ça c'est notre privilège d'élu, nouvel entrant à Anguin-les-Bains, puisqu'il n'y avait plus d'opposition, d'essayer de proposer des choses qui paraissent utopiques, on peut tout à fait risquer, vu qu'on n'a aucune chance que ce soit mis en place par la majorité municipale. On avait proposé, plusieurs fois d'ailleurs, que lorsque la ville passe des appels d'offres, ou lance des délégations de services publics, par appel d'offres aussi d'ailleurs, la ville tente d'être un petit peu innovante, quitte à s'associer à des voisines environnantes à travers la CAVAM ou autre, pour que les appels d'offres n'aient pas seulement des critères de prix ou des critères de service, voire parfois un petit peu des critères environnementaux, mais aussi des critères sociaux. Parce que il me semble que dans tout ce qui a été dit par Emmanuel tout à l'heure, pour tout ce qui touche au redressement productif, comme on l'a si bien dit, ou la délocalisation, si on ne veut pas apparaître comme étant, et comme on est souvent caricaturé pendant cette campagne, comme étant des gens qui essayent de vivre dans leur petit précaré, de mettre des barrières autour, alors que c'est pas vraiment le sens, il me semble, il faut essayer de trouver un moyen pour que on lance des appels d'offres dans lesquels les critères sociaux ne soient pas des éléments discriminants d'une entreprise qui chinoise, qui coréenne, qui italienne, etc., mais qui soient plutôt qui relèvent du bon sens. C'est-à-dire que si on impose à la fois des critères environnementaux qui je dirais, pénalisent à leur juste valeur le fait qu'on produise des choses à des milliers de kilomètres avec tous les coûts environnementaux que ça génère, au détriment d'industries qui pourraient se faire localement, c'est faire du redressement productif, intelligent. Et des critères sociaux, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si les gens sont dans une entreprise qui alors je dis, c'est même pas une question de contrainte, je veux dire, au bout d'un moment, c'est une habitude. Une entreprise qui s'astreint à faire qu'un certain nombre de choses dans son entreprise se passent bien, dans l'intérêt consenti de l'entreprise, de ses clients et de ses salariés. Là, par exemple, on va peut-être y venir sur des questions de plancher de rémunération, enfin, ou en tout cas de fourchette de rémunération entre les plus bas et les plus petits, en essayant de mettre des indicateurs. Alors, les indicateurs, ça vaut ce que ça vaut, mais on peut toujours essayer d'imaginer des choses qui permettent de s'assurer que les salariés sont bien traités dans l'entreprise, qu'il n'y ait pas un turnover surabondant, qu'il n'y ait pas une utilisation, alors là pour le coup, je dirais, exagérée de taxes diverses et variées pour embaucher à bon compte des apprentis qu'on ne paye pas ou presque pas, et qu'on assure dans le cadre même de l'entreprise sa propre part, et moi je pense que ça c'est important, et c'est là que je rebondis, je reboucle avec la notion de formation professionnelle. Il me semble que c'est aussi de la responsabilité d'entreprise d'assumer, au-delà du versement d'une taxe d'apprentissage, on sait bien comment ça marche, payer c'est aussi une façon de se dédouaner d'une responsabilité. Toutes les entreprises
ont une part, et pour le coup, il me semble que le contrat intergénérationnel de François Hollande participe à ça, de se dire que c'est aussi dans l'obligation morale, si on peut dire, d'une entreprise, d'apporter tout au long du parcours d'un salarié un certain nombre de choses en interne à l'entreprise pour former les gens et pour faire qu'ils se sentent bien dans l'entreprise. Voilà. Donc, moi, j'ai le sentiment que le sujet de la formation professionnelle, c'est un bon sujet, parce que justement, comme on a du mal à le cerner, ça nous oblige à nous poser les questions de manière un peu plus vaste, et que c'est bien ça les enjeux qu'on a devant nous dans les au moins 5 ans qui viennent, après ces merveilleux résultats d'élections législatives que nous allons avoir.